Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 24 novembre. Un torrent de boue a sinistré toute une servitude hier à Tiarei à cause des fortes pluies. Les habitants sont en colère. On vous explique pourquoi au début de cette édition. Une noyade et une disparition en mer, tout cela en l'espace de quelques jours. La sécurité lors des sorties nautiques ne doit pas être prise à la légère. Les autorités et les sauveteurs nous rappellent quelques règles fondamentales. Hina Mweura Morgan Cross a reçu un courrier signé par la main d'Oscar Temaru pour lui signifier son exclusion du groupe du Tavini Huratira à l'Assemblée. Des atteintes graves et répétées à l'intégrité et à la cohésion du groupe sont évoquées. La représentante désormais non inscrite à l'Assemblée est avec nous en plateau. Elle nous parlera des raisons qui ont entraîné son exclusion. Le conducteur qui avait refusé d'obtempérer le 15 octobre dernier sur le front de mer de Papeete devait être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Son avocat a demandé un nouveau renvoi, le deuxième dans cette affaire. La date du procès a été fixée au 1er décembre. Succès incontestable pour la 12e édition de la Orit Heitinui Competitions. L'événement s'est achevé hier et près de 800 danseurs et danseuses de 10 pays y ont participé. Pour faire le bilan et parler du potentiel économique du Orit Heiti à travers le monde, nous recevons Manouche Lehartel, co-créatrice et co-organisatrice des compétitions Orit Heitinui. Merci d'être avec nous. Il y a eu quelques dégâts hier sur la côte est de Tahiti à cause des fortes précipitations. À Hitiaotera, une servitude a été complètement ensevelie par un très fort débit d'eau. Conséquence, des terrasses inondées, un accès routier coupé et un agacement de la population qui prend de l'ampleur. On fait un point de situation dans ce quartier à Tiarei avec Mélissa Chong et Marcel Bono. Des trompes d'eau, une servitude totalement inondée et même impraticable. Depuis 10 ans, Hitiari se retrouve les pieds dans l'eau à chaque saison des pluies. Ici, c'est l'évacuation habituelle. Mais là, depuis 2015, ça ne supporte plus la montée d'eau. Donc ça passe tout le temps par le chemin. C'est ce qui fait que le chemin se casse et s'évacue directement dans la mer. En une semaine, c'est déjà la 3e intervention des agents de la mairie. Mais pour ce résident, il est temps que les autorités assument leurs responsabilités et adaptent les systèmes d'évacuation au débit d'eau actuel. La quantité d'eau venant du ruisseau a quintuplé de volume, ce qui fait que les évacuations souterraines que nous avons actuellement ne supportent plus le débit d'eau. Tous les ans, entre décembre et mars, à chaque saison de pluie, l'eau augmente, ramasse les cailloux dans le chemin, se déverse une partie chez moi. Donc, ce qui fait aussi que quelques parties de chez moi sont inondées. Et après chaque débordement, les voisins se mobilisent pour dégager la route. Mais une fois que c'est tout cassé, on ne peut plus passer. Alors, je loue un engin là. Et heureusement, la mairie est venue pour nous aider. Mais sinon, moi, je vais travailler avec ça. Je loue, mais c'est moi-même qui fais. Pour l'heure, les pompiers de la côte Est n'ont pas été mobilisés sur de gros sinistres. Ils en profitent pour rappeler les réflexes à adopter en cas d'inondation ou d'éboulement. Faire attention de ne pas s'approcher au niveau des cours d'eau, que ce soit caniveaux et rivières. S'ils sont sinistres par rapport aux inondations, donc c'est de faire appel au fait à la commune, qui nous, par la suite, on viendra faire un constat de sinistre, pour en fait bénéficier, s'il faut, de l'aide au niveau du pays ou de l'État ou autre. Voilà. La saison des pluies est combinée à une forte houle du nord. Prudence donc sur terre comme en mer. Et puis sachez que les îles du Vent, les îles sous le vent, ainsi que les Tuamotu centre, sud, sud et est sont toujours en vigilance jaune pour des orages. Ces derniers jours, une noyade et une disparition en mer ont relancé le débat sur l'importance du respect des règles de sécurité lors des sorties nautiques. Pour les autorités, il est important de rappeler les réflexes qui peuvent sauver des vies, des consignes que les pêcheurs professionnels ne prennent pas à la légère. Reheina Djarian, Patrick Sinsing. Une révision entière du bateau un lundi matin, un rituel partagé par de nombreux pêcheurs au Whenua. Rares sont ceux qui sortent en mer. Mihinoa Tarahu, pêcheur professionnel depuis 2 ans, suit lui aussi cette routine. Pour lui, entretenir son embarcation, c'est assurer sa sécurité, surtout en cette saison des pluies. Il faudra faire attention au niveau de la navigation, les troncs d'arbres, tout ce qui peut être déversé dans la mer.
Mais sinon, non, il n'y a pas grand-chose. Hein, à part si vraiment c'est la tempête, bon, ben, on ne sort pas. Voyez, hein. Après, moi, avec mon petit bateau, je suis un peu limité. Hein. Si vraiment le temps est vraiment mauvais, ben, soit je reste près des côtes, soit je ne vais pas du tout à la pêche, quoi. Durant la période chaude, la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer reste en alerte face au risque de naufrage. À la moindre défaillance, ces équipements peuvent vous sauver la vie. Ça, c'est la radio-balise de localisation des sinistres. C'est une balise qui est obligatoire pour les navires professionnels. Donc, ils doivent l'avoir à bord. Il y a différents types. Chaque type correspond à un type de navire pour un type de navigation. Il y a aussi la radio VHF. Donc là, c'est une radio VHF portative, hein, mais c'est un moyen de communication qui permet à celui qui est en détresse de passer un coup de radio et demander du secours en mer. Depuis le début de l'année, le JRCC a déjà mené plus de 400 interventions. Le constat est clair, certains motifs d'appel sont plus récurrents que d'autres. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont formulées, des personnes qui vont partir en mer et qui vont y rester plus longtemps que d'habitude. Et donc des proches qui vont témoigner. Beaucoup de ces inquiétudes, en fin de compte, concernent la pêche sous-marine, des gens qui partent effectivement pêcher dans leurs habitudes, qui vont rester un petit peu plus longtemps parce que les conditions sont mauvaises. Chaque année, en moyenne, le JRCC recense au moins 2 drames liés à la pêche sous-marine. Durant la saison chaude, les consignes restent inchangées. Faire preuve de vigilance et éviter les sorties en solitaire. Et toujours dans le domaine nautique, Nahiro Epais, c'est le nom du futur bateau de la SNA Tuhape. Il a été construit en Espagne et viendra remplacer le Tuhape 4 en service depuis 2012 sur la ligne des Australes. Ce dernier changera d'itinéraire. Le Nahiro Epais, un cargo mixte de 89 mètres, sera doté d'une turbo-voile et pourra fonctionner au biocarburant avec une capacité d'embarquement de 200 passagers et 2000 tonnes de fret. Sa date d'arrivée au Fénois est prévue en septembre 2026. Elles sont juteuses et sucrées et vous pourrez bientôt les déguster. C'est à lire sur notre site internet. Tubuai lance sa saison des pastèques. 80 tonnes ont été débarquées à Papeete ce lundi matin. La représentante à l'Assemblée de Polynésie française, Hinamoeura Morgan-Cross, a annoncé aujourd'hui avoir été radiée du groupe du Tavini Huiratira à l'Assemblée pour atteinte grave et répétée à l'intégrité et à la cohésion du groupe. Ce sont les raisons invoquées pour justifier sa mise à l'écart. Celle qui a donc décidé de continuer à siéger dans l'hémicycle malgré cette décision est avec nous en plateau. Bonsoir Hinamoeura Morgan-Cross. Bonsoir Marouki et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors ça fait déjà plusieurs mois qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre vous et le Tavini Huiratira. Pourquoi avez-vous été écarté? Je pense que ça ne fait pas que plusieurs mois, ça se compte même en années. Ça avait déjà commencé en 2023 et j'étais venue d'ailleurs sur ce plateau parler de mon deuxième texte, la limitation des mandats, qui faisait partie de notre programme, page 16, programme de 2023. Et déjà là, les relations étaient devenues tendues parce que finalement, le parti ne reconnaissait pas cela. C'est pas quelque chose du Tavini. Donc après, ça s'est dégradé parce que je suis là pour rappeler le programme et finalement, on a l'impression que le programme, c'est uniquement pour les élections. Il y a une série d'affronts, d'après le Tavini Huiratira, des affronts que vous assumez. Pour moi, je dirais que j'assume dans le sens où j'ai toujours gardé la même ligne conductrice. Quand on a fait campagne, je suis venue souvent aussi sur ce plateau. J'ai vraiment investi tout mon foyer dedans parce que j'y croyais, parce que tout ce que j'ai défendu, c'était mes valeurs. J'ai porté un programme et forcé de constater que quand on arrive au pouvoir, les choses changent. Le pouvoir monte à la tête de certains, donc on se déconnecte et je suis là des fois pour rappeler cette réalité. Vous avez été déçu par votre parti politique? Je pense qu'au début, on ne peut qu'être déçu, pas qu'en tant qu'élu d'un parti, mais en tant que personne ayant cru, ayant eu de l'espoir en cette nouvelle vague, en nouveau dynamisme, ce parti du changement. Et aujourd'hui, c'est un ressenti qui touche beaucoup de monde. On n'est plus dans la déception, mais un peu des fois écœuré par certaines
prise de position du gouvernement qui méprise aussi l'Assemblée, alors que, n'oublions pas, l'Assemblée, ce sont des gens qui ont été élus par le peuple, qui ont fait campagne. Justement, vous avez été élu sous la bannière du Tavini Huiratira, mais vous continuerez à siéger chez les non-inscrits. Vous n'allez pas démissionner et vous assumez ce choix? Je ne vais pas démissionner. De toute manière, depuis le début, ils ont essayé de me pousser à la démission, ce que je n'ai pas fait. Et puis finalement, on arrive à la radiation, donc je n'ai même pas eu le choix. Mais j'ai toujours dit, je terminerai mon mandat. Je me suis engagée pour 5 ans et je me donnerai à 1000%, toujours dans la ligne conductrice de mes valeurs et de ce que j'ai porté en 2023 pendant la campagne. Et vous continuerez à vous investir dans la vie politique? Comment vous voyez votre avenir politique? Je vous avoue que mon avenir est flou parce que j'ai jamais eu, par exemple, je me suis jamais donné comme objectif quand je me suis engagée, je veux être la première femme présidente, je veux être ministre, je veux être ceci. Je me suis dit, je veux qu'on parle plus du colonialisme nucléaire, je veux faire avancer ce combat. Donc c'est comme ça que je me suis engagée. Et donc, arrivée à Taraheuil, je me suis dit, je vais faire mon maximum, j'ai 5 ans et pas une de plus. Je me suis tout de suite mis cette limite. Donc mon avenir est flou. Je vous avoue, je sais même pas c'est quoi être non inscrit. Je trouve ça bizarre d'ailleurs de dire je suis non inscrit. Ça ne veut absolument rien dire. Mais bon voilà, je vais siéger aux côtés de Nicole Sanquer, Mihaou Loré et Théavi Choumet. Merci beaucoup, Hinamoura Morgan Cross. Je rappelle donc que vous avez été exclu du groupe du Tavini Huiratira à l'Assemblée de Polynésie, mais que vous allez continuer à siéger chez les non-inscrits jusqu'en 2028, la fin donc de votre mandat de représentante. Merci beaucoup. Merci à vous. Le procès en comparution immédiate du conducteur qui avait refusé d'obtempérer et blessé un policier a été renvoyé une seconde fois. L'avocat du prévenu a fait une demande pour accéder à certaines pièces du dossier, vitales selon lui pour préparer la ligne de défense de son client. Patrick Régis, Jérôme Lee. Souvenez-vous, c'était le 15 octobre dernier sur le front de mer de Papeete. Lors d'un contrôle routier, un automobiliste d'une trentaine d'années refuse d'obtempérer et blesse un policier. Interpellé, le prévenu est poursuivi pour de nombreuses infractions. Refus d'obtempérer exposant un agent à un risque de mort, violence sur un fonctionnaire de police avec une ITT supérieure à 8 jours, délit de fuite, infraction liée aux stupéfiants, recel de vol et conduite sans permis. Placé en détention provisoire depuis le 18 octobre, l'homme devait déjà être jugé le 20 novembre dernier. Son avocat avait demandé un premier renvoi afin d'accéder notamment aux caméras piétonnes et de vidéosurveillance, chose qui, à l'audience d'aujourd'hui, n'était toujours pas faite. À mon sens, fondamentalement, ça ne changera pas la nature du dossier puisque la vidéo a été exploitée, elle a été analysée et tout a été mis par écrit. On voit clairement ce qui s'est passé, tout simplement. Après, ça fait partie du droit de la défense. S'ils estiment qu'ils ont besoin de voir la vidéo pour se convaincre et pouvoir aborder leur défense d'une certaine manière, c'est légitime, j'ai envie de dire. De son côté, l'avocat de la défense n'a pas souhaité s'exprimer. Son client compte 11 condamnations, dont certaines déjà pour des faits de violence. La nouvelle demande de report a été acceptée. Une nouvelle audience a été fixée au 1er décembre prochain et l'auteur présumé des faits maintenu en détention provisoire. Nul doute que ce procès sera scruté de près. Depuis ces faits, d'autres incidents de la même nature se sont produits, tous sur fond de stupéfiants. Et ça s'est passé sur un vol d'Air Tahiti Nui. Une personne est décédée, et cela malgré l'intervention de plusieurs médecins, également passagers de ce même vol. D'après TNTV, 2 incidents du même type avaient eu lieu plus tôt dans l'année sur des vols French Bee et Air France. Plus de 18 mois après les émeutes qui ont bouleversé le quotidien des Calédoniens, les stigmates sont toujours là, chez les enfants notamment, où l'angoisse et les troubles persistent. Dans ce sujet de Natacha Lassos-Cognard et Laura Chintu, vous allez entendre des témoignages anonymes ainsi que l'éclairage d'un psychologue et d'un sociologue. Explosions, incendies, cris et détonations, ces bruits et ces images traumatisantes datent des événements de 2024. Ils ont marqué la population et notamment les plus jeunes. Parmi eux, des enfants qui affichent encore aujourd'hui un mal-être. Leurs proches et leurs familles témoignent ici de manière anonyme. Nos petits cousins, nos petites cousines, ils réagissent différemment maintenant à certaines choses. Par exemple, quand il y a des voitures qui brûlent ou certaines altercations avec la police, ils sont un peu choqués et qui réagissent un peu plus mal, qui ont un peu plus peur. Moi, j'étais dans un quartier où il y avait vraiment... c'était sur Dembéa-sur-Mer, il y avait pas mal de bombardements.
Et du coup, les petits qui sont là-bas autour de moi, ils en souffrent vraiment encore, même jusqu'à maintenant. Ils font des cauchemars, ils en reparlent encore et encore. Et après, je ne sais pas s'ils se font aider dans les écoles ou quoi, il faudrait voir aussi. La détection des enfants traumatisés par les émeutes de l'année dernière s'effectue le plus souvent en milieu scolaire. Ce psychologue clinicien intervient sur la province des îles Loyauté et en province Nord. Il accompagne les élèves des classes de maternelle jusqu'au lycée. Parmi eux, des jeunes qui ont quitté les communes du Grand Nouméa suite aux exactions. Beaucoup d'enfants ont des difficultés d'attention, mais aussi par le fait aussi que beaucoup de ces enfants ont des difficultés, par exemple, de sommeil. Ce que j'ai remarqué au niveau, par exemple, des îles, c'est que les enfants, quand ils arrivent là-bas, il y a cette vie en communauté. La plupart du temps, les enfants jouent ensemble et ils se racontent aussi ensemble. La parole a quelque part aussi un effet qui va les soigner, que c'est un effet thérapeutique. Libérer la parole au sein des foyers calédoniens est une étape primordiale pour le sociologue John Passa. Lui-même intervient dans les quartiers et les tribus pour établir le lien social. Le fait d'en parler, ça permet aussi aux familles de se remobiliser. Je pense qu'il y a une démobilisation familiale et on le sent très bien. Non seulement les gens sont démunis à cause des événements, mais ils sont démunis tout court. C'est tout ça qui doit obliger, c'est un travail au forceps qu'on doit faire. C'est pas un travail de tout repos, mais de permettre à ces enfants d'en parler. Il y a des gens qui ont les moyens, qui vont envoyer leurs enfants ailleurs, mais la majorité ne peuvent pas le faire. Face au traumatisme, les jeunes en souffrance ne doivent pas hésiter à demander de l'aide. Ils peuvent être soutenus par des psychologues, des pédopsychiatres et par l'équipe médicale de Casado. Avec la présence au Fénois de plusieurs dizaines d'étrangers passionnés par la culture polynésienne et par les arts traditionnels, le Conservatoire artistique de Polynésie française a lancé son 28e stage international. 70 participants sont inscrits dans 6 niveaux de pratique. Au programme de chaque matinée, 2 heures de Oritaiti, 1 heure de Himene et 1 heure de percussion minimum. Les stagiaires seront ensuite évalués vendredi par le grand jury du conservatoire. Mike Tessier, professeur de Himene, nous en dit plus. Au départ, l'enseignement du Himene n'était pas inclus dans les stages traditionnels, les stages internationaux. Nous, on le fait avec nos élèves du conservatoire, donc c'est dans le tronc commun et c'est obligatoire. Donc ils font toutes les disciplines, en tout cas en art traditionnel. Et le Himene est obligatoire. Et avec nous en plateau, nous avons donc Manouche Lehartel qui va nous parler des arts traditionnels et particulièrement du Oritaiti. Bonsoir Manouche. Bonsoir Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-créatrice et co-organisatrice du Ori Tahiti Nui Competitions, événement qui s'est tenu sur 3 jours et qui s'est achevé donc hier. Est-ce qu'avec la présence de près de 800 danseurs et danseuses de 10 pays, 10 nationalités différentes, on peut dire que le Oritaiti, en tout cas la popularité du Oritaiti, s'est renforcée ces dernières années à l'étranger? Oui, certainement, et pas du fait de notre événement. Hein. Il y a un engouement qui se développe de manière exponentielle dans les pays comme le Mexique, le Japon ou les États-Unis d'Amérique. Et voilà, et le résultat de cet engouement, eh bien, c'est notamment leur désir de se rapprocher de la terre-mère qui a donné naissance au Oritaiti, donc à nos îles. Et par exemple, d'autres compétitions où le stage destiné aux étrangers qui a été mis en place au conservatoire, eh bien, sont des moyens pour eux de se rapprocher de la source. Est-ce que ces 10 dernières années, le niveau justement des étrangers a monté? Alors je dirais que le niveau des étrangers s'est certainement développé depuis... Bon, ça va faire 20 ans qu'on danse le Oritaiti au Japon, par exemple. Ça doit faire 40 ans qu'on le danse au Mexique. Mais ça fait 60 ans qu'on le danse aux États-Unis. Et il évolue en même temps que nous évoluons parce que il faut bien savoir une chose, c'est que ce ne sont pas les étrangers qui font le Oritaiti. C'est Keholani Changi, c'est Tiare Trompette de Zerville,
c'est Terraur Ipiritois. Ce sont nos maîtres en Orit-Haïti qui se sont exportés. Qui font évoluer le Orit-Haïti et les étrangers s'en inspirent. Et puis après, ils peuvent être tentés eux-mêmes de créer, et donc d'enrichir la pratique. Mais la norme est donnée par Tahiti et c'est aussi l'objectif de notre compétition, c'est d'amener ces étrangers ici et de nous permettre de ne pas nous laisser aller. Parce qu'en fait, quand on est américain, par exemple, on pratique le Orit-Haïti avec assiduité. On ne le fait pas juste pour occuper son mercredi après-midi ou son vendredi après-midi. On le pratique pour en faire un hobby et être meilleur danseur du monde. Merci beaucoup, Manouche Le Hartel. Je rappelle donc que la 12e édition du Orit-Haïti Nui Competitions s'est achevée donc hier du côté de Haroui et que votre événement a été un énorme succès, encore une fois. Merci beaucoup pour vos réponses. On parle de VAA désormais. Les catégories en V3 vont être relancées grâce à une compétition de Teaito Events baptisée Toatoru VAA. La première édition aura lieu ce samedi, le 29 novembre, au motu de Haroui. L'embarcation de type V3 représente la base du VAA en équipe. Vous le voyez sur ces images avec un Fahoro à l'avant, un capitaine au milieu et un Peperu à l'arrière. Cela fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de course de V3 en haute mer, d'après Alfred Mata du comité organisateur. Il y a eu un moment, la fédération tahitienne a organisé donc, la Toyota VAA qui faisait donc Papeete Moorea et retour. Et cette course a disparu, donc restait simplement les Toru du Heiva. Nous avons, avec le comité organisateur, donc Charlie Maitere et Mara Itamai, voulu refaire vivre donc, ce VAA qui est là à Toru. Et c'est chose faite, puisque donc, là, aujourd'hui, donc, on relance cet événement. Et le 20 décembre, la dernière course de VAA de l'année, ce sera le Teaito Maurua du côté de Maupiti avec du V1 et du V3. L'information principale de ce lundi 24 novembre, la représentante à l'Assemblée de Polynésie française, Hinamueura Morgan Cross, a annoncé aujourd'hui avoir été radiée du parti politique Tavini Huratira, radiée du groupe à l'Assemblée de Polynésie pour atteinte grave et répétée à l'intégrité et à la cohésion du groupe. Elle continuera de siéger dans l'hémicycle, mais chez les non-inscrits. Sur vos écrans, après ce journal, le téléfilm Les blessures invisibles, puis un documentaire de France Télévisions, Opioïdes, business et addiction. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des archives de 96 de la légende du reggae, Jimmy Cliff, qui nous a quittés à l'âge de 81 ans. Il s'était produit en concert à plusieurs reprises au Fénois, notamment en 96. Belle soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.